L'installation de la démocratie représentative en 1789 est une mystification qui a permis de faire croire au peuple qu'il avait repris le pouvoir d'entre les mains de la monarchie. Ce fut un véritable stratagème qui, sous apparence d'établir le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, en réalité a mis en place celui de l'oligarchie économico-financière, certes naissante à cette époque, mais qui s'est largement confortée aujourd'hui dans les proportions que l'on sait. Cette analyse n'est d'ailleurs pas hétérodoxe, puisque Marx lui-même avait convenu du caractère bourgeois de la révolution de 1789, ainsi que de celle de 1848, et il en avait conclu que le peuple devait instaurer sa gouvernance d'une autre manière. Historiquement, il nous faut constater que le peuple s'est fait voler sa victoire et politiquement berné par deux fois, et que c'est, encore aujourd'hui, le système décrit et prôné par Henri-Emmanuel Sieyès en septembre 1789 qui prévaut. Ce système est couramment dénommé démocratie, mais à la nuance près que les lois, décrets, arrêtés et règlements qui contraignent notre vie quotidienne sont imaginés et décidés par une infime minorité de citoyens, généralement même pas élus. Bien que né d'une supercherie historique, ce système fonctionne néanmoins depuis plus de 200 ans. C'est à la fois peu et beaucoup, mais la réalité constatable à l'œil nu est qu'il arrive aujourd'hui à bout de souffle et se trouve contesté de toutes parts. Le plus frappant est que cette remise en cause n'est pas tendue à son caractère usurpatoire déjà indiqué, mais bien plus à une défiance grandissante du peuple vis-à-vis de la mécanique interne du système représentatif, c'est-à-dire de la délégation de pouvoir des citoyens envers ses mandataires. Si Sieyès avait pu, en 1789, présenter l'option représentative comme une évidence au prétexte que l'individu de base ne possédait ni le loisir, ni l'instruction nécessaire pour participer à l'élaboration de la loi publique, ce succès d'années d'arguments n'est même plus plausible aujourd'hui, à une époque où la durée du travail hebdomadaire de l'individu moyen va bientôt descendre à 32 heures, et où la circulation de l'information est supposée donner à tout le monde un niveau de connaissance jamais encore atteint par le passé. Il ne reste donc plus que l'argument de la confiance pour justifier la délégation par le peuple de son pouvoir législatif entre les mains d'une infime minorité d'individus. Mais il s'avère que cet argument de la confiance a lui aussi fait long feu, et que le peuple, pour toute une série de raisons, ne fait plus confiance à ses représentants pour élaborer la loi. La preuve en sont les contestations incessantes pour de nombreuses lois existantes ou même systématiques pour chaque projet en cours. Ces conflits, qui constituent en termes stricts de véritables violations de la Constitution, sont néanmoins présentés comme étant justifiés par la nécessité d'instaurer des contre-pouvoirs destinés à améliorer le fonctionnement de la dite démocratie. Pourquoi pas? Mais alors, il conviendrait de l'écrire noir sur blanc dans la Constitution et d'affirmer une bonne fois pour toutes que la loi s'élabore dans le cadre d'un rapport de force entre quelques salariés de l'État, ministres par exemple, désignés par le président de la République, et certaines minorités corporatistes agissantes, susceptibles de mobiliser une capacité de nuisance ponctuelle mais significative vis-à-vis du reste de la population. Ce flou juridique dans le processus d'élaboration de la loi témoigne d'une grave crise du concept même de légitimité. Car c'est bien la légalité qui doit procéder de la légitimité et non pas l'inverse. De fait, si quelque chose de légal est considéré comme illégitime, ce quelque chose doit être aboli. A contrario, si quelque chose s'impose comme étant légitime, il acquiert de facto force de loi. Cette confusion entre le légal et le légitime est la source de tous les errements politiques et de toutes les convulsions sociales qui en découlent. Le fait que l'ensemble des groupes activistes, quelle que soit leur obédience, casseurs contre la loi travail, zadistes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, taxis contre VTC, agriculteurs contre la PAC, routiers barrant les routes, syndicats bloquant les raffineries, etc., etc.,
que tous ces groupes se réclament d'une action légitime au regard de leur éthique propre, quoique illégale au regard du code pénal, dénote une gravissime crise du concept même de légitimité. Autant dire d'ailleurs que la légitimité constitutionnelle n'existe plus aujourd'hui, et que les lois ne se déterminent qu'au terme d'affrontements plus ou moins ostensibles entre forces contraires, mais jamais, en tout cas, dans le cadre serein de l'exercice d'une légitimité statutaire, écrite, claire, évidente, et au final acceptée par tous. Ce constat signe tout bonnement la faillite de l'oligocratie et du système représentatif qui en est l'expression constitutionnelle. Après 225 ans à peine de fonctionnement, ce système oligocrate, abusivement dénommé démocrate, montre qu'il n'a pas été en mesure de construire une véritable légitimité, au contraire du système monocrate qui a perduré, lui, sans contestation populaire significative pendant plus de 20 siècles. La raison en est que les oligocrates usurpateurs des révolutions du XVIIIe et XIXe siècle se sont crus dispensés d'écrire une définition claire de leur légitimité, pensant imprudemment qu'un hold-up hâtif sur le terme de démocratie suffirait à endormir le peuple. Dans le système monarchique, cette légitimité était clairement définie comme étant celle de la parole du prince, elle-même étant l'émanation de la volonté de Dieu. Cette définition ne se prêtait pas à une diversité d'interprétations et, à défaut d'être juste socialement, elle s'imposait par sa limpidité. À l'opposé, le système représentatif de l'oligocratie apparaît flou, ambigu et en perpétuel changement. Les règles de majorité et les modes de scrutin sont sans cesse modifiés, les découpages électoraux souvent remis en question, la place des consultations populaires directes, telles que le référendum, mal précisée au sein du millefeuille électoral, et, pour parachever ce cloaque politique, la fonction législative est dissoute dans la fonction. La démocratie directe, elle, apporte une réponse claire à la question de la légitimité en confiant la fonction législative au peuple. Cette dévolution s'entend dans toute son intégralité et toute sa rigueur, c'est-à-dire que les trois étapes de la construction législative que sont l'initiative, le débat et la votation doivent être du ressort unique des citoyens bénévoles, à l'exclusion de tout représentant, mandataire ou professionnel rémunéré de la vie publique. En fin de processus, la légitimité de la loi votée se définit par son caractère majoritaire incontestable. À l'axiome monarchique, la loi est la chose décidée par le roi, et substituer l'axiome démocratique, la loi est la chose exprimée par la majorité des citoyens. Certains esprits chagrins feront la fine bouche en disant que la démocratie directe installe la dictature de la majorité, en remplacement de la dictature du prince. Mais qu'ont-ils à proposer de plus équitable et surtout de plus lisible face à la déliquescence avérée de la démocratie représentative? Si d'aventure ils avaient un projet alternatif à soumettre à la collectivité, nous serions naturellement les premiers candidats pour en débattre.